Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde et ce soir, je reçois Jean-Claude Bernheim, criminologue et auteur. Salut Jean-Claude. Salut, ça va? Très bien, toi? On va Toujours. y aller tout de suite dans le vif du sujet. Je constate que tu as un macaron de Québec solidaire. Eh oui, et le 19 mars, oui, je peux dire que je suis un candidat officiel de Québec solidaire, dans Chauveau, dans la région de Québec. As-tu des chances de gagner? Ben, si je regarde les sondages, les chefs de parti en général ne les commentent pas. Moi, je peux commenter puis dire que non. Et tu peux-tu nous dire un mot sur les motivations que sont les tiennes de t'être présenté comme candidat au sein de cette formation politique? Bon, ma motivation principale, c'est surtout de pouvoir faire valoir qu'il faut des changements dans la société. Il faut qu'il y ait des débats dans la société et il faut qu'il y ait des gens qui se présentent dans les partis, disons, limitrophes pour qu'à quelque part, il y ait un discours qui se tienne. Alors, comme je suis toujours assez, je pense, à gauche, que l'identité partielle, en tout cas de Québec solidaire, c'est d'être plutôt à gauche, mais je me suis dit que c'était peut-être une opportunité pour véhiculer un discours qui était un peu différent de celui de la majorité. J'ai cru comprendre que tu t'étais présenté pour le Bloc Pot en 97. Eh oui, c'était un peu aussi les mêmes bases. À l'époque, on commençait à revendiquer la légalisation de la marijuana. Le Bloc Pot se constituait, puis il y avait encore là une opportunité de pouvoir avoir une tribune politique, parce que c'est éminemment politique comme décision ultime. Donc, encore là, je me suis inscrit dans ce débat-là et dans cette perspective politique. Puis tu t'es présenté aussi une deuxième fois pour Québec solidaire, hein? Oui, c'était la première fois pour Québec solidaire en 2017 dans le comté de la Pinière contre Ouda Pépin. Et j'ai perdu. Tu as perdu. Puis dis-moi, est-ce que tu fais partie des instances de Québec solidaire? Est-ce que tu fais partie de l'intelligentsia de Québec solidaire ou pas? Non, pas du tout. Non, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais qui ne sont pas impliqués de manière systématique, quotidienne, dans la constitution du parti, dans les prises de décision et dans le leadership. OK. Tu te présentes simplement comme député, comme un bon soldat, quoi. Oui, dans une certaine mesure, je dirais pas un bon soldat, mais un soldat. Tu comptes-tu faire du porte-à-porte? Comptes-tu faire des assemblées de cuisine? Est-ce que tu comptes... Bon, les ressources sont assez limitées, hein? On n'a pas beaucoup d'argent. Donc, organiser des débats, c'est pas notre portée. Le porte-à-porte dans le comté de Chauveau, c'est M. Deltel qui est député, qui semble avoir beaucoup de chances d'être réélu. Je pense que l'énergie est beaucoup mieux utilisée dans des interventions auprès de certains groupes, dont par exemple les groupes de jeunes. Chauveau, ça ressemble à quoi comme comté? Très diversifié. Disons que le plus proche de Québec, c'est assez urbain dans une certaine mesure, et plus on va vers le nord, et plus c'est, entre guillemets, la campagne, dans une certaine mesure. Il y a le lac de Lage, il y a le lac Beauport, donc on est dans des milieux qui sont des dortoirs par rapport à Québec, mais quand même pour des gens qui ont des revenus plutôt élevés que modestes. Et puis, quand on continue à monter vers Stoneham, là, on entre dans le secteur touristique. Et puis, si on continue encore, là, on est dans un contexte qui commence à être agricole ou qui n'est plus du tout urbain. Mais cet engagement-là, politique, au fond, c'est l'histoire de ta vie, hein, d'une certaine façon. Tu as toujours été un militant. Ça, oui. J'ai toujours
été militant, mais j'ai toujours eu une vision politique. Le but, c'est d'amener les gens à avoir une réflexion politique, à s'impliquer politiquement, à prendre des décisions politiques et de leur donner les moyens, les instruments pour avoir une réflexion plus poussée, puis prendre conscience que un individu, c'est pas isolé, mais ça se trouve dans une collectivité et que la collectivité est à quelque part prédominante et que ce qui la gère, c'est le pouvoir et que si on veut que le pouvoir soit le plus, je dirais, juste, équitable, eh bien, il faut trouver des moyens pour que les gens interviennent, qu'il y ait des contre-pouvoirs à ces pouvoirs bien établis. Forcément, je ne sais pas si tu as lu les positions, tu t'as entendu aujourd'hui, les positions de Francis Derry-Dupuis, là, qui prône l'abstentionnisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, C'est sûr que tu es un candidat là, de Québec solidaire, tu ne vas pas aller dire aux gens de ne pas aller voter. Mais comment tu trouves ça comme approche intellectuelle? non, je pense Qu'un que prof d'université énonce de pareilles choses? non, je pense pas que l'abstentionnisme soit acceptable parce que de toute façon, on n'est pas capable de distinguer ceux qui sont vraiment abstentionnistes de ceux qui sont tout simplement peut-être désintéressés par la politique. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir un cercle qui soit pour annuler notre vote. Peut-être que les gens qui ne sont pas d'accord avec les partis ou la position des partis existants puissent annuler leur vote de manière formelle, puis qu'on comptabilise ces démarches, ces actions, ces prises de position politiques qui sont finalement contre les partis politiques qui sont en place. Mais de ne pas aller voter, c'est beaucoup plus dommageable, je pense, pour la réflexion des citoyens, puis pour l'action politique. Et puis dis-moi, Jean-Claude, bon, tu es criminologue. Tu as été pendant 20 ans directeur de l'Office des détenus, des droits des détenus. Oui. Oui, plus même. De quelle année à quelle année? Ben, j'ai commencé en 76 et puis j'ai terminé plus ou moins au début des années 2000 avec des interruptions là, au cours des années 90. Et puis aujourd'hui, l'Office des droits des détenus existe sur papier, légalement parlant, mais il n'a pas les ressources pour être vraiment sur la place publique. Puis l'Office des droits et détenus, c'est un organisme qui vise à défendre les droits des détenus. C'est ça. Bon. Défendre les droits des détenus, mais aussi, c'est ça, très important, informer le public sur la réalité de l'usage du pénal au Canada et au Québec, avec les impacts que ça peut avoir tant sur les individus, les familles que la société. L'usage du pénal. Tu peux-tu développer là-dessus? Ben oui. J'avais en tête la fameuse boutade de Philippe Meury qui disait « L'envie du pénis a été remplacée par l'envie du pénal. » La connaissais-tu, celle-là? Non, je ne la connaissais pas. Au fond, ben, le pénal, ce que je dis toujours, ce que j'ai toujours présenté comme début d'analyse par rapport au pénal, c'est la définition de crime. Qu'est-ce qu'un crime? Parce qu'en fait, c'est ça qui est la base du code criminel. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la définition qu'on donne à un crime, c'est une décision politique. C'est le gouvernement qui décide que tel comportement, tel geste est un crime ou n'est pas un crime. Alors, les gens, de manière générale, prennent pour acquis que ce qui est mauvais, entre guillemets, est considéré comme un crime. Alors, je donne toujours un exemple assez simple, je dirais même peut-être simpliste, qui montre que cette notion de crime est un construit qui vise des intérêts et à protéger surtout des intérêts. Alors, l'exemple en question, c'est le vol à l'étalage. Alors, si vous commettez un vol à l'étalage, vous êtes condamné, vous êtes un criminel, vous avez un casier judiciaire pour le restant de vos jours. Par contre, dans le magasin où vous êtes allé faire un vol à l'étalage, il y a de la publicité trompeuse qui est faite. Alors, vous êtes le consommateur qui allait acheter de bonne foi quelque chose qu'on vous dit être à rabais, qui ne l'est pas dans les faits. Ça, c'est pas un crime.
Alors, celui qui vole un magasin ou dans un magasin est un criminel. Le magasin qui vole le consommateur est simplement quelqu'un qui a une pratique commerciale dite douteuse. Alors, on voit que le gouvernement a décidé que certains vols sont des crimes, d'autres vols ne sont pas des crimes. Et à partir de là, on peut comprendre que pourquoi, par exemple, on ne trouve pas de médecin en prison, ou très rarement, pas d'avocat, pas d'ingénieur, pas d'entrepreneur, pas de professionnel finalement. Pas de membre du Parti libéral non plus. Pas encore. Donc, cette notion de crime doit être mise en question. Et ce qu'on peut aussi constater, c'est que dans la société, les grandes institutions ont toutes été sujets à débat, à remise en question. On parle du mariage, de l'éducation, de la santé, des comportements sexuels, d'homosexualité, etc. Tout ça a été discuté et encore discuté. La justice, jamais. Tous les politiciens, quels qu'ils soient, de quelque parti que ce soit, refusent d'amorcer un débat sur l'usage du pénal, la définition du crime et finalement le contrôle social et la répression. Oui, parce que là, on est au cœur de l'ordre établi, hein? Le maintien des institutions et le maintien de l'apparence de loi aussi. Oui, ben, quand on parle de maintien des institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quantité qui font l'objet de toutes sortes de débats. Mais pas celle-là. Mais pas celle-là, parce que celle-là est centrale pour le pouvoir. Je veux dire, la répression, les moyens de répression sont essentiels, peu importe le type de régime politique, qu'on soit dans une dictature, dans le totalitarisme, dans la démocratie. Ceux qui sont au pouvoir veulent continuer à être au pouvoir. Et pour continuer à être au pouvoir, il est important d'avoir des instruments qui leur permettent de réprimer ceux qui les contestent. Alors, on l'a vu en 2012 avec les Carrés rouges, qui contestaient des décisions politiques, et on a vu comment l'instrument qu'est la police a été utilisé par le pouvoir pour, entre guillemets, rétablir l'ordre. Mais évidemment, l'ordre qu'on veut rétablir, c'est l'ordre que le pouvoir décide. Mais est-ce qu'on pourrait dire que cet ordre-là, il a été fondé dans la violence? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Il se maintient par la violence, il se maintient par la coercition. Mais t'es instauré par la violence, pas nécessairement. Je veux dire, on est passé de la monarchie, donc du pouvoir extrême, avec une certaine violence, à une forme de démocratie plus ou moins appliquée et applicable. Je ne dirais pas nécessairement dans la violence physique, mais dans les symboles, oui. Ça, c'est très clair que sur le plan symbolique, l'État fonctionne à partir de la violence. Le code criminel, d'abord, est un symbole, puisque c'est un discours aussi, et je veux dire, est fondé essentiellement sur la violence. Et je veux dire, tout ce qui est autour de la police, l'armée, elle ne va pas nécessairement intervenir de manière systématique, mais on l'utilise comme symbole. Je veux dire, on n'a qu'à voir le retour des soldats d'Afghanistan, comment on utilise ces soldats, ces personnes qui ont été instrumentalisées dans une perspective politique pour faire valoir l'importance du pouvoir que détient l'armée, mais qui est finalement entre les mains du politique. Tu as entendu aujourd'hui, tu as les avocats justement du gouvernement fédéral qui ont balayé du revers de la main les demandes des soldats canadiens là, qui reviennent d'Afghanistan ou qui reviennent d'Afghanistan. Ils ont dit que la loi ne les obligeait pas à aller plus loin pour s'occuper d'eux. Tu as entendu parler de ça? Oui, tout à fait. Oui. Ça, dans quel sens tu interprètes ça? Que tout à coup, le juridique réapparaît sous cette forme-là? Ben, c'est-à-dire que le pouvoir politique établit des règles de droit, des lois, et le système de justice est en théorie là pour appliquer les lois et non pas pour les reformuler ou les changer.
Donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, la justice, l'appareil judiciaire, est aussi un instrument de la ligne de pouvoir. Ça fait partie du pouvoir. On parle de pouvoir judiciaire. Et je veux dire, la façon dont toute la structure de l'État est faite, c'est pour permettre à ceux qui sont au sommet de la hiérarchie du pouvoir de continuer à y demeurer avec l'appui d'une structure qui est censée, disons, rendre justice. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la justice est rendue à partir des règles et des normes qu'a établi le pouvoir supérieur. Donc, l'appareil de justice est soumis à cet État qui est supposé être démocratique, mais on ne définit pas vraiment ce que c'est que la démocratie. On ne définit pas quels sont les objectifs ultimes de la démocratie. Et c'est dans ce contexte-là que toute la notion d'équité, de droit, de justice sociale est finalement pervertie par le pouvoir politique parce qu'ils utilisent ce vocabulaire-là, mais au niveau de la pratique, on voit bien que c'est pas ça qui se passe, loin de là. Comme exemple, je veux dire, on voit comment je pourrais dire, la distance qui s'établit entre les revenus des pauvres et les revenus des riches. Ceux des riches ne cessent d'augmenter, ceux des pauvres diminuer proportionnellement. Comment on peut parler de contexte démocratique? On est là dans un contexte de rapport de force. Ceux qui ont le pouvoir économique travaillent avec le pouvoir politique au détriment de ceux qui finalement font le travail. Est-ce que tu crois que c'est possible pour le politique de rétablir un rapport de force avec une certaine classe qui s'est emparée des biens, des ressources? Est-ce que c'est envisageable dans ta perspective? Bien, je pense qu'effectivement, oui, ça peut éventuellement se faire dans la mesure où, parce que le pouvoir s'adapte. Hein. Ils ont toutes les ressources qu'il faut pour analyser les situations. Aujourd'hui, contrairement à antérieurement, je ne sais pas, un siècle ou deux, les rapports prennent conscience, les pouvoirs politiques prennent conscience du rapport qu'il peut y avoir entre l'évolution sociale et la révolution sociale qui pourrait en découler si les inégalités, les injustices prennent trop d'ampleur. Donc, à quelque part, il va peut-être y avoir du lest qui va être laissé, qui va être donné, mais on n'abandonnera pas vraiment le pouvoir. Donc, on peut penser maintenant que les gens ayant plus d'instruction, une meilleure connaissance des mécanismes politiques, sociaux, etc., peut-être que là, il y aura une réaction préventive, mais le but étant toujours que ceux qui sont au sommet de la hiérarchie du pouvoir, ils demeurent. Alors, on peut voir que, bon, il y a eu tout comment ça s'appelle, la révolution arabe en 2012, on voit la révolution en Ukraine, on voit la révolution qu'il y a eu en Grèce, on voit les mouvements sociaux qui se font. Les gens sont moins prêts à être soumis et à, disons, accepter qu'on les écrase de manière systématique. Mais ils sont violemment réprimés, ces mouvements sociaux-là, cependant. Ils sont violemment réprimés, oui, mais on peut voir que... La marmite bouille. C'est ça. Et puis que les gens s'organisent mieux, l'information circule plus, et comme on sait que l'information est aussi un élément du pouvoir. Oui, c'est le quatrième pouvoir. Donc, bon, je ne peux pas prévenir l'avenir, mais à mon avis, il y a matière à être prudent pour le pouvoir. Tu crois ça? Oui. Tu penses, tu faisais référence tout à l'heure que le FMI disait que nous étions dans une période pré-révolutionnaire. Ben, c'est ce que le FMI, oui, dit, c'est que justement, ces inégalités, les écarts d'inégalités croissant systématiquement, il y a un ras-le-bol qui se met en place. Et le FMI n'est pas altruiste, il est humaniste. Là. Ce qu'il veut, c'est comme perpétuer le pouvoir tel qu'il est actuellement, donc prévient ceux qui l'exercent
d'être un petit peu plus vigilant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour prévenir que la marmite explose. Ouais, on peut dire que dans ce cas-là, dans le cas du FMI, ils sont d'excellents conciliables. Hein? Oui, tout à fait. Ils jouent leur rôle. Et puis, est-ce que tu crois que les dirigeants sont sourds à ça ou pas? Ça, c'est difficile à percevoir, mais je pense il y en a certains. Je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être un petit peu plus ouverts et réceptifs. Mais comme je le dis, c'est pas par humanisme, mais C'est par intérêt. c'est par intérêt. Bien sûr. Ils ont des intérêts bien compris. Mais ne crois-tu pas également, tu vois, l'année passée, je te fais peut-être une aparté qui va te sembler un peu étonnante. Il y a 1 an et demi, Ben Bernanke a dit que les taux d'intérêt resteraient très bas. Pendant un temps indéterminé, les taux d'intérêt très bas, c'est les petits épargnants qui voient leurs économies stagner. C'est la consommation qui continue de manière artificielle. Et dans le rapport de la Fed, qui a été rendu public à ce moment-là, il y a 1 an et demi, il y a, je pense, 7 membres qui sont membres de la Fed, et 3 ont tenu à exprimer publiquement leur dissidence. Et ça, c'était un geste sans précédent, parce que normalement, ces types-là, ils font ça en catimini, ils ne discutent pas, ils n'exposent pas leur divergence au grand public, et les médias qui ont relayé cette information-là se sont arrêtés sur le fait que, bon, ben, les petits épargnants ne verraient pas leurs économies croître avec les taux d'intérêt très bas, mais ça leur a échappé la dissidence qu'il y a à l'intérieur de la Fed. Ce que je veux dire, j'en arrive à mon point, moi je prétends qu'il y a déjà un schisme au sommet. Que les très 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 hauts dirigeants, hommes politiques de très haute envergure, financiers, ils s'entendent plus entre eux. Que ils n'ont plus la même vision de la défense de leurs intérêts. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, ben, je pense que peut-être certains commencent à comprendre que le profit à outrance à court terme, ça peut être intéressant, mais que ça ne peut pas durer indéfiniment. Et que par conséquent, il va y avoir justement, on a eu une crise en 2008, il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y en aura pas une autre qui pourrait venir à court terme et qui pourrait être encore pire que celle-là. Ah ouais, c'est clair. Donc, peut-être que certains se disent, après réflexion,